Ah, on n'est pas censé faire ça? Ah bon, on va faire ça alors. Tu vas faire quoi? Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans Interviewer. On est de retour pour une nouvelle émission et écoutez, c'est déjà la 9e. On a eu une belle première saison avec 7 invités. Cette émission peut se consommer sous 3 formes, en direct avec vos questions sur Twitch, en best-of sur YouTube quelques temps après, et au même moment elle sortira en intégrale sur toutes les plateformes de podcast, donc n'hésitez pas non plus à faire les curieux, Spotify, Deezer et compagnie, vous avez tout ça en podcast. Je rappelle le concept très brièvement, c'est un mélange en fait tout simplement entre mes questions, les questions sur les réseaux sociaux. Alors ça c'est fini, ça ne sert plus à rien d'aller sur Twitter ou sur Insta, mais vous le serez pour la prochaine fois. Vous pouvez aussi poser des questions en amont et évidemment les questions du chat. Je rappelle la jeunesse de l'émission très rapidement, c'est un mélange de plein de choses que j'aime bien, le journalisme, la sociologie, les vidéos de dialogue et d'interview, les podcasts et bien sûr l'émission Quad 9 Docteur de DFG. Donc si vous ne connaissez pas, foncez voir aussi après l'émission, c'est une super émission où il reçoit tout simplement des streamers et des youtubeurs. Première question qui est la question vous avez 4 heures mais que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sur internet? Non, écoute, la première fois que moi j'ai fait de la création de contenu pour internet, c'était du journalisme, quoi. J'ai fait du journalisme de jeux vidéo entre 2009 et 2012 à peu près. C'était pour un magazine en Suisse. Okay. C'était encore à l'époque où il y avait des magazines papier. C'était avant que la presse papier ne se pète véritablement la gueule. C'était aux alentours de 2012-2013. Donc il y avait encore beaucoup de magazines et il y avait un magazine en Suisse romande et j'avais pu bosser pour eux. C'était assez chouette parce que vu qu'on était un peu le seul magazine suisse romand, si tu veux, on était toujours invités. Il y avait des éditeurs en Suisse qui se disaient toujours on va quand même inviter les gens qui parlent français là. Donc on se faisait inviter. Puis moi j'étais étudiant à Vienne à l'époque. Okay. J'étais étudiant en communication publique. Et puis il se trouve que j'avais le temps, je pouvais de temps en temps louper les cours, etc. Donc j'avais le temps de faire des voyages de presse, ce genre de trucs, écrire des jeux, jouer à des jeux, des tests, des news, etc. Donc j'ai fait tout ça en fait. J'ai fait tout ça de manière très sérieuse, très appliquée pendant à peu près 3 ans. Ça m'a permis de mettre un bon pied dans le domaine, mettre des trucs sur Internet, essayer de faire des vidéos, essayer de parler dans un micro, en racontant des trucs plus ou moins cohérents et en regardant la caméra, on n'ayait pas l'air trop bête, quoi. Okay. Et voilà, et c'est une expérience qui s'est terminée un petit peu, je vais pas dire mal, parce qu'avec les gens, par exemple avec mon patron et tout ça, ça se passait très bien, mais le monde en lui-même, le monde du journalisme, j'essayais de me faire une place, c'est pas un monde que j'aimais beaucoup. C'était très centré sur Paris, très centré sur le copinage, etc. Donc moi je me suis dit écoute, avant de retourner dans une vie normale, quoi, et d'aller choper un boulot en relations publiques quelque part, okay, je vais encore essayer de faire un truc avec le jeu vidéo et je vais essayer de me mettre à mon compte par moi-même, dire les trucs que j'ai envie de dire de la manière dont j'ai envie de la dire et il y avait ce truc qui s'appelait YouTube, c'était de plus en plus populaire. Il y avait moyen de gagner de l'argent avec parce que ils avaient commencé avec la monétisation en 2012. Donc je me suis dit, j'ai jamais fait de vidéo, j'ai jamais fait de dessin. Faisons des vidéos avec des dessins et regardons où ça nous mène, quoi. Et voilà. Au départ, je m'en suis dit que j'allais en faire 10 et on allait faire le bilan après 10. Après 10, ça commençait gentiment à prendre un petit peu. Je me suis dit dans ce cas que je fais 3 ans et je regarde après 3 ans. Puis après 3 ans, ça prenait déjà pas mal. Et puis voilà, on est 11 ans, plus de 11 ans plus tard et je suis toujours sur Internet à faire des vidéos, voilà. Je suis choqué de me dire que dans ma tête, t'étais un dessinateur à côté et tu kiffais ça et tu t'es dit je vais allier les deux. T'es en train de nous dire que t'as appris à dessiner? Ah oui, moi je savais pas du tout dessiner, j'ai jamais dessiné de ma vie avant de commencer à faire des vidéos où je dessinais des trucs. D'ailleurs, au départ c'était madame qui était plus douée en graphisme que moi et qui l'est toujours d'ailleurs, okay, et qui faisait les cheveux des personnages parce que moi je savais pas faire ça. Donc en fait c'est pour ça que si tu veux à la base, moi j'utilise un programme qui s'appelle Illustrator et ça te permet de pouvoir créer des trucs sans forcément avoir besoin de faire des traits, des trucs comme ça. Donc tu peux par exemple faire des carrés, faire des ronds, faire des losanges, les modifier un peu, etc. Moi j'aime pas dire que je suis dessinateur parce que je ne suis pas dessinateur. Je bricole des dessins. Voilà, j'aime dire que je suis un bricoleur de dessins. Tu co-animes un podcast avec Pseudoless que j'écoute régulièrement qui s'appelle Les Chroniques de Plouf et Pseudo. Oh, ça s'appelle juste Plouf et Pseudo. Okay. On n'a pas trouvé de meilleur titre. Ça s'appelle Plouf et Pseudo. Je trouve que ça sonne pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as rencontré aussi? Parce que du coup, moi, j'ai découvert ça sur le tard. J'écoute depuis, on va dire, un an et demi. Mais Alors, Pseudo, ça fait des années qu'on se connaît. On s'est connus aux alentours de 2014 parce qu'on parlait des deux de jeux vidéo sur YouTube et là, on avait un peu la même approche. Donc, on a vite sympathisé et puis on s'est vite
jouer ensemble, à discuter très régulièrement sur Skype, Discord, etc. Donc voilà, c'est un ami depuis très longtemps, Pseudo. Maintenant, comment ça s'est passé? En fait, moi, je cherchais à faire, avec les modifications de YouTube en 2000, aux alentours de 2015-2016, où il s'est mis à vraiment mettre en avant les vidéos, le watch time. En fait, il y a un moment où il y a eu un switch du pourcentage de vidéos regardées au watch time. C'est-à-dire qu'il fallait que les gens passent le maximum de temps sur ta chaîne. Moi, j'ai un énorme problème encore avec ça à l'heure actuelle, c'est que moi, je fais des vidéos courtes, quoi. Et c'est un truc qui me poursuit malheureusement depuis des années. Mais je me suis dit, on va essayer de faire un format plus long. Et j'avais envie aussi de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et j'aime beaucoup une chaîne une chaîne américaine qui s'appelle Red Letter Media, où ils parlent de films, en fait. C'est des quarantenaires qui parlent de films, et ils ont un format de discussion qui est très cool, que moi j'aimais beaucoup regarder. Je me suis dit, tiens, on pourrait essayer de faire un truc un peu, s'inspirer de ça, encore une fois, et puis discuter de jeux vidéo avec Pseudoless. Au départ, en fait, j'en avais sorti un sur ma chaîne, et c'était, il y avait beaucoup de montage, il y avait beaucoup, autant au niveau sonore, autant au niveau visuel, c'était très très long à réaliser. On avait fait la première sur Dead Space, qui était cool, qui a bien marché. On avait fait une deuxième sur Super Mario Galaxy, puis on allait en faire une troisième sur BioShock. Et puis en fait, on a discuté avec Pseudo, et on s'est dit, on est venu à la conclusion, si tu veux, que nous, on aimait bien se rencontrer pour discuter de jeux vidéo, quoi, et puis que si on le faisait 2 fois, 3 fois par année, c'était un peu dommage, juste à cause du montage de la vidéo. Donc on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un podcast tous les mois. Puis moi, je sortirai une petite version vidéo sur ma chaîne, raccourci, si tu veux. Et puis après 6 ou 7 fois, on s'est dit, en fait, ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va ouvrir une chaîne YouTube. On va pour Plouf et Pseudo, on va poster les podcasts dessus, et puis on va faire un montage vidéo sur le podcast qui prenne pas trop de temps et qui illustre un petit peu ce qu'on raconte. Et puis voilà, maintenant c'est 3 ans plus tard, et on est toujours dessus. Ça marche très bien. On est très content. Il y a beaucoup de monde qui nous soutiennent sur Patreon. Trop cool. Les retours sont bons, les gens aiment bien. Et puis on bosse aussi avec, je le cite, mais on bosse aussi avec Valix, qui est le graphiste, le directeur artistique de ça. Et c'est un projet qui, nous en tout cas, nous plaît beaucoup. Et on a plein de jeux dont on souhaite traiter. Voilà. Est-ce que avant tout ça, t'avais déjà un profil créatif? Est-ce que c'est un truc qui vient, je sais pas, de l'enfance, de l'adolescence? Est-ce que t'aimais bien créer des trucs, ou est-ce que c'était arrivé vraiment à ce moment-là? C'est une bonne question, ça. Écoute, j'ai fait de la musique avant, dans un groupe et tout. Pendant 2-3 ans, on composait, je prenais ça très au sérieux. Je faisais de la guitare basse. Je jouais. Il fut un temps quand j'étais au début de mon université, où je jouais 3 à 4 heures par jour pour m'entraîner et essayer de devenir le meilleur possible. C'est un projet qui a un peu capoté. Je suppose... Est-ce que je faisais beaucoup de trucs créatifs avant? Introspection. Pas tellement, en fait. Mais en fait, j'étais un peu... Je suis quelqu'un j'ai un peu une nature paresseuse, si tu veux, malheureusement pour moi. Donc il faut que je me sorte les pouces pour faire des trucs, quoi. C'est pour ça que moi je fonctionne beaucoup à la deadline. En fait, si j'ai pas de deadline, j'ai du mal à m'y mettre. Mais je dirais que j'étais quand même un petit peu un glandu à l'université pendant 2-3 ans. J'ai pas fait grand chose d'autre que d'étudier et puis flâner un peu trop, quoi. Et puis de travailler à côté, quoi. Gagner du fric et tout. Mais j'avais pas de vision claire sur ce que je pourrais faire, si tu veux, de créatif ou de ce genre de truc. Ça a commencé vraiment en faisant du journalisme, où je savais que je savais plus ou moins écrire, et puis d'écrire régulièrement sur les jeux, ça t'apprend à structurer un texte, comment se construit un texte, comment se construit une argumentation. Spoiler, écrire c'est relire, si jamais. C'est clair. Relire, affiner, relire, c'est ça, parce que en fait l'écriture en elle-même ça prend pas grand chose. Tu t'écris et puis ensuite le tout, à force de relecture, à force de modification, devient un texte. Non, à part la musique, j'ai jamais vraiment été j'ai jamais eu l'impression d'être quelqu'un de très créatif, mais tu vois, peut-être que j'ai pas eu les bons contacts, j'ai pas eu les bonnes opportunités, etc. Et là c'est vrai que je fais des choses qui demandent beaucoup de créativité. Et ça ne me pose généralement pas beaucoup de problèmes. En fait, j'ai assez confiance à ma capacité à trouver des conneries, en fait, pour illustrer, tu sais, pour écrire, etc. Pour
comment décrire les choses, comment critiquer les choses. J'ai pas de... Ça veut pas dire que c'est facile, Oui. mais j'ai pas trop de doute en ma capacité à pouvoir le faire. On va dire ça comme ça. Déjà, t'as une voix là, tu vois, moi je l'entends sur Discord qui fait très radio et tout, je pense qu'on te l'a déjà dit. Et c'est rigolo parce que quand on connaît un peu ton travail, t'as pas exactement la même voix quand t'es en vidéo. Même dans les podcasts et dans les vidéos, c'est pas exactement la même. Et en fait, c'est un peu comme si tu jouais un personnage qui allait avec le dessin. Est-ce que c'est un truc que tu fais consciemment ou est-ce que c'est... Ici, non. Une hausse des prix justifiée selon Yves Guillemot par le fait que Skull and Bones soit un jeu quadruple A. A. Ça sonne aussi con que ça se lit mal, hein. Madame m'a dit une fois que Monsieur Plouf, c'est une de mes personnalités. Ok. Je pense qu'elle a raison. Ok. Voilà. Maintenant, si tu veux, quand tu fais de la vidéo, il y a la voix off, c'est un travail. Donc, je sais pas. C'est quelque chose qui s'est un peu affiné avec le temps sur Plouf, parce que vu qu'il se passe beaucoup de choses, c'est un style de vidéo qui est quand même très particulier. Donc, il faut que la voix prenne de la place en fait, et soit capable de carry en fait le truc. Et, C'est vrai. c'est pour ça que j'ai un style de voix qu'on enregistre comme ça qui est très expansif, on va dire, qui est très théâtral et caricatural un peu. Je l'ai moins quand je fais des vidéos analyses, par exemple, parce que ça nécessite moins ce type de voix, quoi. Et puis, encore moins quand je fais des podcasts, parce que C'est vrai. j'ai beau... t'as raison, c'est vrai que si on se parlait tous les deux juste sur Discord, je parlerais pas de la même manière. Mais après, discuter devant un micro, argumenter en improvisant dans un micro, c'est aussi un truc que t'apprends à force de faire, quoi. Puis maintenant qu'on fait des podcasts avec Pseudo depuis plusieurs années, je peux parler dans un micro et raconter des trucs qui sont plus ou moins cohérents. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça que je parle dans la vie de tous les jours. Quand je suis affalé sur mon fauteuil et que je regarde un truc et qu'on me demande quelque chose, je vais pas parler comme ça. C'est quoi le type de vidéo que tu préfères faire? Est-ce que ça reste les tests ou est-ce que finalement ces moments de respiration un peu sur des sujets qui te tiennent à cœur, c'est ce que tu préfères ou est-ce que c'est un tout aussi peut-être? Alors écoute, j'aime pas appeler ça, j'aime pas appeler ça des tests en fait, parce que Ok. je trouve qu'un test c'est quelque chose qui a une valeur de guide d'achat si tu veux. Ok. Tu peux tester un aspirateur. J'aime pas le mot test. Je suis un peu pointilleux avec ça, même si mais les gens s'en foutent. Bon, je considère que je fais des critiques. Ça critiques. sonne un peu plus pédant, on va dire, mais en même temps, c'est vraiment c'est pour mettre l'accent sur l'aspect personnel. Moi, je viens argumenter sur un point de vue personnel. Je viens pas essayer de faire une hiérarchie ou essayer de donner une note. J'en ai rien à foutre de tout ça. Ok. Je viens discuter, quoi. Maintenant, ce qui me plaît le plus... Écoute, il y a tout qui me plaît, en fait, mais de manière différente. C'est vrai que les chroniques, je suis très attaché, hein, sentimentalement parlant, et ma femme aime beaucoup ça, et c'est rigolo à faire, et ça reste, malgré le fait que ça soit pas plus adapté à YouTube, ça reste quelque chose qui, moi j'aime bien, quoi. Je suis attaché à ça. C'est beaucoup de travail, c'est le truc qui représente le plus de travail de tout, c'est facilement 50 heures pour une vidéo, sans compter le fait de jouer au jeu. Les vidéos analyses, ça prend plus de temps à écrire, mais c'est beaucoup plus facile à monter. J'aime bien les monter, j'aime bien le côté putain, ça se monte vachement vite, c'est vachement agréable, tu vois, par rapport aux chroniques. Putain, j'ai réussi à faire une vidéo de 35 minutes. Trop bien. Donc ça, voilà, ça c'est cool aussi. Et puis avec la manière dont fonctionne YouTube, c'est des vidéos qui marchent mieux. Donc c'est toujours sympa quand t'as une vidéo qui marche bien, qui va taper dans les 100 000 vues, c'est toujours agréable, quoi, pour l'ego, pour ta santé mentale, etc. Voilà. Et puis, les podcasts avec Pseudoless, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tranquille à faire. Ça demande moins de boulot, c'est moins stressant. C'est pas écrit, c'est improvisé. Si moi j'ai des manquements, Pseudo, il apporte d'autres choses, ça crée des discussions. C'est un truc qui est un peu plus... je sais pas, c'est plus tranquille à faire en fait. Et après le montage et tout, donc ça marche bien, il y a du bon watch time, c'est cool, on peut rejouer à des vieux jeux, on découvre des fois des trucs parce que Pseudo il a envie de jouer à des trucs que moi j'ai jamais joué, donc tout a un petit peu ses avantages, quoi. Ses avantages, ses inconvénients, et je sais pas si je préfère faire un truc. Je pense que ce que je préfère toujours faire, c'est les chroniques, parce que je sais pas, je suis attaché à tout le petit univers, les petits dessins, etc., les blagues à la con et tout.
Moi, ma question, c'était, maintenant que tu as 10 ans de recul, est-ce que tu as l'impression d'avoir un poids sur un potentiel achat d'internautes? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que tu fais acheter ou ne pas acheter des jeux par tes critiques, du coup? Parce que moi, je vais te le dire, tu m'as fait acheter Yakuza 7, par exemple. Mais tu m'as fait acheter parce que tu m'as donné envie d'y jouer, en fait. Donc, c'est complètement un truc positif. Honnêtement, non, je me pose pas cette question-là. Peut-être parce qu'en fait, les gens me disent assez peu souvent en fait qu'ils ont acheté un jeu par mois. Donc c'est un truc. Mais après, tu vois, c'est compliqué parce que la majorité des gens sur YouTube et de manière générale sur Internet est silencieux. Oui. Je n'ai jamais interagi avec eux. Et j'ai plein de gens qui me soutiennent sur Tipeee depuis des années. Je ne sais pas qui sont ces gens. Ils sont formidables. J'adorerais les rencontrer et tout. Mais c'est pas les gens c'est pas parce que les gens n'interagissent pas avec toi qu'ils n'aiment pas ce que tu fais. Bien sûr. Si tu veux. Et ça, c'est un truc qui est assez bizarre et qu'il faut gérer au départ parce que t'es là, il y a pas de retour. Vous me dites pas grand-chose. Ah bah oui, mais c'était cool. T'es là, d'accord. Oh là là, ce n'est pas possible. C'est assez bizarre. Donc, je me pose pas cette question. J'ai l'impression, tu vois, j'ai pas envie de forcément seulement faire découvrir les jeux que j'aime. Si tu veux, j'estime qu'une bonne critique, ça doit pouvoir donner envie aussi à quelqu'un qui, alors que toi tu n'aimes pas, lui il va voir des éléments là-dedans que lui il aime bien et ça va lui donner envie, quoi. Okay. Je te donne un exemple, hein, mais j'avais fait une vidéo sur j'allais dire No Man's Sky, lapsus révélateur. Non, comment il s'appelle, le Outer Wilds. Tu as joué le jeu avec le vaisseau dans l'espace. Moi j'ai pas aimé. Je n'ai vraiment pas aimé Outer Wilds. Je sais que je suis pas le seul, mais enfin c'est un jeu qui a une très très bonne réputation. Les gens, c'est le jeu de leur vie, etc. Et tout le monde le recommande, etc. Moi c'était pas mon cas. Moi j'ai pas aimé. J'ai expliqué pourquoi. J'ai essayé de détailler pourquoi, pourquoi est-ce que je reconnais que il y a une radicalité dans ce jeu qui est assez impressionnante et je comprends pourquoi les gens aiment, mais moi j'aime pas. Et il y a des gens qui m'ont écrit, ah bah tiens, suite à ta vidéo, tu disais des trucs et tout. Je suis là, putain, ça a l'air d'être quelque chose qui me plaît à moi. Et j'ai été l'acheter et c'est devenu mon jeu préféré. Donc voilà, là j'estime avoir bien fait le job. Okay. Quand tu es capable, enfin c'est aussi être critique, c'est aussi être capable de voir, si tu veux, le potentiel d'un jeu, de comprendre pourquoi les gens l'aiment et de comprendre objectivement pourquoi il y a des choses qui sont impressionnante, quoi, que ce jeu fait, mais qui matche pas avec toi, quoi. Des fois, ça arrive et il faut savoir le reconnaître. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est pareil de parler de jeux vidéo quand t'es dans la presse et maintenant que t'es en solo sur YouTube, quand même deux médias très différents? Est-ce que tu te sens plus libre? Est-ce que t'aurais parlé des jeux de la même façon si ça avait été dans le cadre pro de la presse et pas en solo? Alors non, en fait, parce que tu écris une critique et un test de manière très différente. Une critique, tu peux mettre du tien, tu peux faire des vannes, etc. Tu peux être beaucoup plus acide, tu peux être beaucoup plus piquant comme ça, quoi, si tu veux. Okay. Alors qu'un test, les gens, tu testes, comme je dis, tu es censé aussi pouvoir tester un aspirateur. Donc, t'as un besoin de faire le tour, de petit peu plus descriptif. Il y a un peu de retenue, tu dois mettre beaucoup moins du tien à l'intérieur. Donc non, j'écrirai pas la même chose. Tu ne peux pas parce que une rédaction, c'est pas juste toi qui balance des trucs. Il y a une hiérarchie, il y a une ligne éditoriale, etc. Et c'est pas toi qui la décide. Tes papiers doivent être relus. Après, il y a d'autres considérations qui viennent en jeu, mais enfin, il y a des sponsors, il y a des revenus publicitaires. Ouais. Il faut traiter certains jeux. Il y a certains de tes sponsors, ils sont pas d'accord avec un truc que tu as écrit, donc ton rédacteur en chef le change en te disant je suis désolé, mais on peut pas les froisser, quoi, parce que c'est 25% de notre budget pub. Donc voilà, ce serait pas, tu peux pas écrire de la même manière. Tu parles quand même de 11 ans sur YouTube, ce qui est énorme. Est-ce que tu fais partie de ceux qui disent que ça a changé, qu'on est soit moins libre, soit que c'est plus difficile? Enfin, est-ce que tu as vu un changement finalement sur YouTube et sortir des vidéos en 11 ans, ou est-ce que non, c'est une inertie, c'est quelque chose qui a continué? Parce qu'il y a des créateurs des fois qui dénoncent un peu qu'on est soumis, je sais pas, à un changement d'algorithme, un changement de politique. Est-ce que tu l'as ressenti toi, ce changement, ou... Oui. Non, YouTube, c'est très compliqué en fait de bosser avec YouTube. Je sais que je peux essayer de t'expliquer pourquoi, mais c'est que tu fais un type de vidéo, elle marche bien, j'en suis content. Tout d'un coup, YouTube va dire ah bah en fait dans les vidéos maintenant que vous sortez, ce qui importe c'est plus cet aspect-là, c'est cet aspect-là. Ouais. Et tout d'un coup les vidéos que tu fais, elles fonctionnent plus de la même manière, elles fonctionnent plus aussi bien.
Et ça, en fait, ça se produit très souvent. YouTube change son algorithme du jour au lendemain, comme ça, tout d'un coup, tes stats, c'est plus les mêmes. Et ça, c'est hyper chiant, en fait, parce que déjà, c'est ton activité professionnelle, donc c'est pas rien, quoi. YouTube, de 1, ne te prévient pas, et de 2, ne te l'explique pas. Oui. Alors, c'est normal qu'il te l'explique pas, parce que s'il te l'expliquait, tout le monde ferait exactement la même chose et essaierait d'optimiser ça. Donc, il doit y avoir une partie de non-dit, si tu veux. Il doit y avoir une espèce de mystère qui doit perdurer sur comment ça fonctionne, pour qu'on évite que tout le monde fasse exactement la même chose. Même si au final tout le monde fait exactement la même chose, enfin, c'est une autre question. Mais c'est très très compliqué ça, parce que t'as un truc, ça tourne, et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, ça va plus. Et tu dois essayer de comprendre pourquoi ça va plus, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille de nouveau, comment faire pour que ça aille de nouveau, comment faire pour trouver ça, est-ce que ça va de nouveau changer bientôt ou pas, est-ce que si tu vas trouver ce que tu es censé faire, est-ce que ça va quand même marcher ou pas. Donc il y a un côté un peu inconnu, il y a une part d'inconnu qui est très très chiante en fait sur YouTube. Et c'est pour ça que je dis que l'argent des tipeurs, c'est une bouffée d'air frais, c'est parce que tu n'es pas autant impacté que ça par cet aspect-là en fait. Tu peux dire, ok, mes vidéos elles marchent pas très bien en ce moment, mais c'est pas grave, qu'il y a des gens qui sont d'accord de les financer en fait. Alors du coup, tu nous as dit la quantité de travail que pouvait te demander une vidéo. Tu nous as dit aussi que l'algorithme est changeant et que parfois prendre trop de temps à en faire une ou en sortir trop peu, ça peut pénaliser. Est-ce que toi, tu t'estimes productif là-dedans, productif avec des grosses guillemets, mais genre, je me rends pas compte de combien tu sors de vidéos par an, mais est-ce que toi, t'as l'impression que c'est un rythme que t'arrives à tenir? Si tu veux, moi j'ai tendance à dire, je fonctionne par période en fait. Si tu veux, je me dis, là par exemple, j'ai une période de production qui va de début janvier, elle va durer jusqu'à fin juin, à peu près. Et puis après, moi, je me casse en vacances parce qu'en été, il y a moins de monde qui regarde, donc ça sert à rien. Et puis moi, en été, j'ai envie de faire d'autres choses, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie d'aller profiter de mes proches, etc. Donc juillet, août, généralement, je fais pas grand-chose. Puis après, bam, on retourne en automne. Il y a énormément de sorties, énormément de trucs à faire. Donc bam, on se met en mode ultra productif. Septembre, octobre, novembre, décembre, on booste tout ce qu'on peut. L'année passée, j'ai pas réussi à faire décembre parce que j'étais trop raide. J'ai eu un automne trop difficile. Mais si tu veux, ma manière de faire, c'est toujours tu travailles dur, tu prends des pauses. En gros, voilà, c'est comme ça que je fais. Je travaille énormément sur une vidéo, pam, elle sort. Ensuite, vendredi, samedi, elle sort le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je prends congé pour ensuite me remettre dedans la semaine d'après. Et puis, sur les longues périodes, c'est la même chose. Je fais 6 mois à fond où je produis tout ce que je peux. Et puis ensuite, il est l'heure de prendre une pause et de se casser pendant un mois et demi pour faire autre chose, pour recharger les batteries, quoi. Parce que en théorie, YouTube, tu peux le faire à l'infini, hein, et YouTube l'aime bien que tu le fasses à l'infini. Vas-y, nourris la machine, vas-y, continue. Est-ce que des fois, tu as des vidéos comme ça qui marchent très fort alors que tu pensais pas, ou à l'inverse, dès que tu pensais qu'ils seraient plus petites vidéos, puis en fait ça cartonne, ou est-ce que finalement tu arrives un peu à prédire ce que les gens attendent le plus Honnêtement, c'est totalement prévisible. Je sais quand je traite un jeu combien de vues ça va faire. Par exemple, là, le Yakuza, c'est une vidéo qui a bidé énormément, quoi. Je le savais. En fait, si tu veux, le problème qu'il y a, c'est que il faut trouver un bon équilibre entre ce dont toi tu as envie de parler et puis ce que les gens ont envie d'entendre. Les sujets qui intéressent les gens et les sujets qui t'intéressent toi. Il faut trouver l'équilibre. Ouais, c'est difficile en fait, parce que les sujets qui t'intéressent toi, ça n'intéresse pas forcément les gens. Là, Yakuza, moi ça m'intéresse, mais c'est une petite niche. Et avec toutes les sorties qui sortent à l'heure actuelle, je sais pas, Palworld, Tekken, Prince of Persia, machin, il y a vraiment énormément de trucs. Au milieu de ça, Yakuza, il y a une petite communauté qui va peut-être venir voir la vidéo, mais si les gens connaissent pas le jeu, ou alors si le jeu ne les intéresse pas, ils viennent pas voir. Encore une fois, moi je leur en veux, je leur veux pas, bien entendu, parce qu'il y a tellement de contenu qui sort qu'ils doivent faire des choix et c'est logique qu'ils s'orientent vers des trucs qui les intéressent. Donc voilà, il faut jamais en vouloir au public. C'est très important. Ça reste eux qui décident. Donc il faut. Je savais avant de faire la vidéo sur Starfield ou sur Mario Wonder qu'elle allait bien fonctionner. Je le savais parce que c'est populaire, parce que c'est dans l'air du temps, etc. C'est un truc qu'il faut que gentiment, moi, j'arrête de faire trop de vidéos sur des trucs qui ne vont pas fonctionner. Parce que ça fait quand même un peu mal. Si tu veux, tu passes énormément de temps dessus et puis la vidéo marche pas et ça fait un peu mal quand même. Psychologiquement, faut l'encaisser ça.
Du coup, tu nous disais que tu pouvais pronostiquer, entre guillemets, les vidéos qui fonctionneraient plus ou moins bien. Est-ce qu'il y a certaines vidéos qui ont été des tournants, du coup, dans ces 11 ans? Est-ce que tu as senti des avant-après sur certaines, du coup, vidéos qui ont marché ou qui ont apporté peut-être un peu plus de monde sur la chaîne? Est-ce qu'il y a eu des grands moments comme ça? Des grands moments, il y en a eu plein, mais c'est pas forcément en termes de quantité de vues, on va dire, parce que j'ai toujours, depuis le début, j'ai toujours eu une croissance qui a été tranquille, qui a été petit à petit, quoi. En tout cas, en nombre d'abonnés, quoi. Ça, en fait, ça fait qu'il n'y a pas de moment où tout d'un coup, il n'y a pas une vidéo tout d'un coup qui a fait 1 million de vues, tu vois. Ça n'a jamais été le cas avec moi. Mais bien sûr, l'histoire sur YouTube, c'est ponctué de super moments et de super souvenirs. Ouais. Sur une vidéo, tu sors une vidéo qui te touche beaucoup, que tu as passé beaucoup de temps dessus, et les gens aiment bien, les gens répondent bien, les gens la trouvent bien. Tu passes une bonne soirée à lire les commentaires des gens. Il y a plein de monde qui vient la regarder. Il y a des centaines de personnes qui t'écrivent des messages. C'est des moments qui sont formidables. C'est ce qui motive. C'est vraiment c'est presque la carotte un peu. C'est le moment où tu sors une vidéo et il y a plein de monde qui viennent la voir et elle marche bien et les gens aiment bien et commentent et te font des retours et te disent des trucs sympas, viennent contre-argumenter et Ouais, c'est cette espèce d'effervescence de sortie de vidéo. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable quand une vidéo marche bien. Quand elle marche pas bien, ça fait mal. Oui. Mais bon, quand ça marche pas bien et puis quand ça fait mal, quand t'as pas les retours que tu souhaitais dessus, il faut dire ok, c'est pas grave. Ok, on met derrière, on continue, on enchaîne sur le prochain projet. Le prochain projet marchera mieux. Aujourd'hui, tu croises une personne, peu importe, qui décide de se lancer dans la création de contenu, qui veut se lancer, je sais pas, sur YouTube. Est-ce que tu lui recommandes tout court de le faire ou est-ce que tu lui dis non, il faut fuir à tout prix? Non, c'est toujours possible de se créer un trou et de se créer une communauté et d'avoir du succès sur YouTube. Ça, c'est toujours possible. Ça devient peut-être de plus en plus difficile de sortir de l'eau, etc. Mais c'est toujours possible. Il y a toujours des créateurs qui émergent et des nouveaux créateurs qui émergent. Donc, c'est toujours possible. Maintenant, il faut se rendre compte que tu ne mets pas à 100% dessus. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'essayer, en fait. Et c'est plus l'idée du gars qui commence tranquillement dans sa chambre en faisant des vidéos pour s'amuser et qui a de la chance et ça marche bien. Et ça, c'est franchement, ce mythe-là, je pense qu'il est mort. Ouais. Maintenant, il faut se lancer avec un truc bien précis en tête, avec des plannings, avec vraiment tout un concept en tête, en fait. Et il faut se lancer dedans comme ça. Et il faut le faire très sérieusement et le faire pendant plusieurs mois, regarder comment ça fonctionne après, pas réagir tout de suite, pas surréagir tout de suite, on va dire, mais en disant, bon, il y a 3 vidéos qui n'ont pas marché, après 2 mois, ça marche pas, donc j'arrête. C'est vraiment, il faut voir ça sur le long terme. Voilà, c'est ça que Et que, il faut toujours avoir conscience que ça peut ne pas marcher aussi, quoi. Est-ce que tu as un feat de rêve ou est-ce que tu as quelqu'un avec qui un jour t'aimerais, je sais pas, faire un bout de vidéo ou est-ce que avec collaborer sur un truc en dehors de Pseudolesque avec qui tu le fais déjà du coup? Il y a pas une personne en particulier avec qui j'ai envie. Il y en a beaucoup avec qui ça me ferait énormément plaisir de faire des vidéos. Maintenant, le truc, c'est que il faut toujours se dire que maintenant, vu que ça s'est professionnalisé, les gens, ils ont des plannings, les gens, suivant comment ils ont des employés à charge, etc. Donc, c'est compliqué. Disons, si tu vas pas... et puis, pour moi-même, c'est la même chose. Voilà, il faut que je sorte des vidéos. Donc c'est compliqué si tu vas pas vers quelqu'un en disant, avec un concept vraiment bien, on pourrait faire une vidéo sur ça, on pourrait la faire comme ça, on pourrait faire en sorte toi tu travaillerais sur cet aspect-là, moi sur cet aspect-là, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que t'as le temps? C'est comme ça qu'il faut aller vers les gens pour leur proposer des featuring. C'est pas, on fait une vidéo ensemble, d'accord, sur quoi? Je sais pas, on peut faire une vidéo ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein de monde avec qui j'aimerais refaire des vidéos, mais j'ai pas forcément le temps de réfléchir à quoi leur proposer, ni comment est-ce qu'on pourrait faire. Enfin, c'est compliqué. Alors du coup, on parle de projets, donc Husko au sens large, il y a des projets pour ta chaîne, pour ton contenu à court, moyen, long terme dont tu as envie de nous parler. Est-ce que ça va rester sur les formats qu'on connaît? Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de... Je sais pas, est-ce que tu as... comme je t'ai dit avant, c'est toujours compliqué parce que moi j'ai du mal à me projeter à plus de 3 mois dans l'avenir. Okay. Dans les vidéos qui vont venir, là il y a pas mal de jeux qui vont sortir, donc il va y avoir des chroniques sur Suicide Squad, j'aimerais bien le traiter parce que c'est un truc intéressant. Dragon's Dogma
Dogma 2 m'intéresse, peut-être le Final Fantasy VII Remake. J'ai aussi, j'aimerais faire une vidéo analyse maintenant qui devrait sortir en février sur pourquoi il y a autant de... sur les licenciements dans le monde du jeu vidéo qui sont... pourquoi, qu'est-ce que ça... si tu veux, pas seulement d'expliquer pourquoi, mais d'essayer de traiter un petit peu les questions qui gravitent autour sur la santé de l'industrie et comment tout ça fonctionne et est-ce que tout ceci est tenable à long terme. Voilà, j'ai envie de faire une vidéo là-dessus. Je suis en train de la faire d'ailleurs. Mais en fait, si tu veux, dans les vidéos analyses, on va dire, donc qui sont pas les chroniques, j'ai régulièrement en fait des sujets qui me popent en tête et je me dis tiens, je pourrais parler de ça et je les note dans un document quoi. Et le document, il fait bientôt 2 pages de sujets que je pourrais traiter, mais que j'ai pas le temps de traiter parce que c'est toujours aussi le problème, c'est que faut trouver le temps quoi. Comme tu disais avant, les journées n'ont pas plus de 24 heures, donc il faut faire des choix. Tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on est un peu en compétition malgré soi avec les autres sur YouTube. Est-ce que toi, t'estimes qu'avoir l'esprit de compétition, c'est un truc qui est important quand t'es créateur? En fait, si tu veux, j'ai envie de dire oui et non. Comme j'ai dit avant, les standards techniques se sont énormément améliorés. Donc sur cet aspect-là, en fait, il faut bien en être conscient. Mais sur YouTube, tu es en compétition avec les autres malgré toi. En fait, personne n'a vraiment envie d'être en compétition. Oui. Mais on te le met. Donc c'est pour ça que je dis qu'en fait, il y a généralement, en tout cas chez moi et chez la plupart des personnes que je connais, il y a vraiment, on est plus empathique, on est plus dans l'esprit de se tenir les coudes. En fait, s'il y a quelqu'un que je connais ou que j'aime bien qui a des problèmes, etc., je suis pas là, cool. Grâce à ça, maintenant, il va faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plus. On sait tous on est tous dans le même bain. Si tu veux, on sait en tant que créateur, de gens qui font YouTube régulièrement, professionnellement, on sait à quel point ça peut être difficile et on sait à quel point régater avec l'algorithme, avec les retours des commentaires, etc. Ce genre de trucs, on connaît tout ça, donc on est forcément empathique. Tu vois ce que je veux dire? On est forcément à vouloir se serrer les coudes. On est les seuls à savoir comment ça fonctionne, quoi, et ce que ça fait. Comme le public, c'est pas, il n'a pas à savoir. Il faut faire avec. Est-ce que quand tu regardes derrière toi, que tu regardes ton parcours, est-ce que tu es fier de ce parcours-là? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Parce que n'empêche, j'ai entendu un créateur l'autre fois, je ne sais plus qui disait une carrière YouTube souvent c'est 3 ans. 11 ans, on est quand même largement au-dessus. Donc c'est quoi ton ressenti? Est-ce que tu te rends compte que ça fait 11 ans aussi? Est-ce que je suis fier de mon parcours? Je le devrais, objectivement, mais c'est difficile d'être fier de ce que tu fais sur YouTube parce que tu as toujours l'impression que tu aurais pu faire mieux. Voilà. J'ai l'impression que j'aurais pu faire beaucoup mieux en 11 ans, que j'aurais pu arriver beaucoup plus haut avec la chance qui a été de mon côté et le hasard qui a décidé de me soutenir. J'aurais pu beaucoup mieux l'exploiter. Donc, je devrais. Okay. Il y a plein de gens qui viennent me voir régulièrement, il y a plein de gens qui aiment mes vidéos, qui passent vraiment des bons moments devant, qui découvrent des jeux grâce à moi, il y a même des gens des fois qui t'écrivent des messages en 11 ans qui te disent que tes vidéos les ont aidés pendant des périodes ultra difficiles de leur vie, ça les faisait penser à autre chose, etc. Donc je devrais être fier de tout ça, mais c'est difficile d'être fier sur YouTube de ce que tu as fait, de ce que tu as accompli. Et je sais pas, je suis pas exactement sûr de savoir pourquoi. Est-ce que tu as déjà été reconnu dans la vraie vie, du coup, sachant que toi, tu as la particularité de peu montrer ton visage, du coup? Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ouais, c'est que... non. Ça m'est arrivé une fois, mais en fait, c'était quelqu'un qui m'avait déjà vu dans une convention. Il m'avait rencontré dans une convention, il était venu vers moi, on avait discuté un peu, et, il était reparti, et puis une fois, j'étais dans le train, et il passe à côté, il est là, mais vous êtes Monsieur Plouf. Je pense que c'est la seule fois de ma vie où on m'a reconnu. Bah, si tu veux, pour rencontrer les gens, tu vas en convention, quand les conventions t'invitent, et généralement, il y a du monde qui vient te voir et qui est très content de te rencontrer, et toi, tu es très content de rencontrer les gens. C'est des chouettes moments. Ce n'est pas possible. Mais je m'en fous qu'on me reconnaisse pas. C'est pas... disons, c'est toujours... Quand quelqu'un... Je sais pas comment expliquer ça. Quand dans la manière dont la vie se passe, si tu veux, tu te rends compte que c'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui ait envie spontanément de venir te découvrir. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'arrive de moins en moins. C'est des trucs, quand t'es enfant, ça se passe beaucoup moins, mais avec la vie adulte, c'est des choses qui disparaissent, en fait. Le côté ah bonjour, toi, qui es-tu? Vas-y, parle-moi. Ça n'arrive pratiquement jamais. Donc, être invité en convention où tu t'assieds à une table et il y a des gens qui font la file d'attente pour juste venir te parler, c'est quelque chose, il faut avoir conscience de ça et il faut en profiter. C'est vraiment cette idée d'en profiter. Moi, je suis très content quand des gens viennent me voir et me disent je voulais juste venir te dire bonjour. C'est formidable parce que ça n'arrive pas autrement dans la vie.
Est-ce que tu as un projet fou que tu aimerais faire? Alors, quand je dis projet fou, c'est imaginons tu as budget illimité ou beaucoup de temps à y consacrer. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire, alors que ça soit un podcast, du stream, une vidéo YouTube? Est-ce qu'il y a un truc voilà, que tu adorerais faire un jour, une sorte de gros projet, Monsieur Plouf? Et même si c'est, j'ai envie de te dire, si c'est un gros projet mais qui n'est pas dans ton activité internet, mais qui est sur le perso, ça peut marcher aussi parce qu'on va bientôt passer à la partie plus perso. Donc voilà. Bah, alors, il fut un temps où j'aurais voulu faire des séries, quoi. Écrire des séries et essayer, quoi. Voilà, au sens cinéma, tu veux dire série avec mes personnages, tu vois, avec mon dessin et tout, faire une grande aventure de quelque chose. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne se fera très certainement jamais, mais enfin, voilà, si j'avais les moyens illimités, machin, je me dirais que je pourrais me lancer là-dedans. Du coup, j'aurais bien aimé savoir qui est Plouf quand il n'est pas Plouf. En fait, qui es-tu dans la vraie vie? Qu'est-ce que tu dirais de toi si tu devais te présenter sans parler de ta création de contenu? Qu'est-ce que les gens peuvent savoir? Qu'est-ce que tu as envie que les gens savent? Qui es-tu finalement? Je sais pas si je suis extrêmement différent de la manière dont je me présente dans les vidéos. Je suis quelqu'un qui a du mal à mentir. Je mens très mal, donc je suppose que la personne que je montre, c'est une des facettes de ma personnalité, mais enfin, ça reste moi. Je ne triche pas sur la marchandise, on va dire. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur moi? Quel genre d'élève t'étais à l'école, par exemple? Quel genre d'élève j'étais à l'école? J'étais quelqu'un qui n'aimait pas de l'école. J'aimais pas travailler à l'école. J'aimais pas l'école. J'ai commencé à aimer étudier à partir de 18-19 ans, en fait, quand j'ai voulu rentrer à l'université et qu'il me fallait faire un examen de préparation parce que j'avais pas le diplôme nécessaire pour y entrer. Et puis là, j'ai découvert qu'en fait, tu pouvais être focus scolairement en fait sur un truc, étudier des trucs, faire du travail scolaire, on va dire ça comme ça, et trouver ça bien. Voilà, c'est un truc que j'ai découvert parce que je n'aimais pas l'école. Je me faisais chier à l'école, c'était chiant. Tout à l'heure, tu évoquais du coup que tu étais suisse, que tu avais habité dans plusieurs villes. Est-ce que les endroits où tu as habité, est-ce que ton identité géographique, on va dire, c'est quelque chose auquel tu es attaché, ou est-ce qu'aujourd'hui tu peux t'imaginer bouger, je sais pas, n'importe où dans le monde? Est-ce qu'en gros tu es attaché de là d'où tu viens, ou est-ce que tu te verrais te téléporter à peu près n'importe où? Non, je suis très attaché de là où je viens, ouais, parce que j'ai toute ma famille là-bas, tous mes amis là-bas, plein d'amis toujours là d'où je viens en fait. Et je retourne très régulièrement là-bas. Il faut voir ma famille, voir mes amis, et c'est très très important pour moi. Maintenant, mon papa est autrichien en fait, si tu veux, donc c'est pour ça aussi que je suis parti à Vienne après mes études. Et puis ma femme est autrichienne maintenant, ma fille est à moitié autrichienne, donc forcément. Mais je voulais en fait, revenons à Bregenz, je voulais me rapprocher de ma famille et que ce soit plus aussi loin toujours à chaque fois que je veux revenir, quoi. Donc voilà, oui, c'est très important pour moi, ouais. Ma question c'est, est-ce que tu as des passions, est-ce que tu as des choses que tu adores et dont tu ne parles pas sur internet, mais voilà, d'autres centres d'intérêt, d'autres choses qui te passionnent et que tu n'aurais peut-être pas pu aborder en vidéo? J'adore le football, j'adore ça, je trouve ça trop bien. J'adore cuisiner, je suis quelqu'un, j'adore manger, donc j'adore cuisiner. Et autrement, j'aime beaucoup faire du sport en fait. Mais facilement, course à pied, vélo. J'aimais beaucoup faire du foot avant, mais je retrouve plus de club pour jouer pour les vieux. Tu sais, je devrais aller chez les vétérans et tout, mais je trouve pas. Et puis sinon, j'aime beaucoup rencontrer mes amis et puis discuter. C'est quoi ton rapport à la musique? Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, ton générique c'est du punk, si je dis pas de bêtises. Et du coup, quand t'as parlé de la basse, de ton groupe tout à l'heure, je me suis demandé est-ce que c'était un groupe de punk? Est-ce que c'est quoi la place de la musique dans ta vie en fait? Oui, j'ai eu un groupe de punk. Oui, la musique c'est très important, j'en écoute énormément. J'écoute pas mal de trucs, mais c'est vrai que je reviens toujours au punk et au ska, ouais. Il y a une énergie, il y a une justesse des paroles. Si tu veux, c'est un mélange entre cette espèce d'énergie incroyable qui s'en dégage et puis cette manière qu'ont les chanteurs, les textes, de s'exprimer, vraiment, de dire je pense ça, je suis moi, et c'est des trucs qui m'ont énormément aidé à me forger, en fait, moi. Quand tu as 18, 19, 20 ans, tu sais pas exactement comment le monde, comment, bah tu lis tout ça et tu te rends compte que d'autres personnes ont aussi ce genre d'interrogation, ont des réponses, ont des choses à dire, ces choses t'intéressent, t'es pas forcément d'accord avec, mais t'apprends aussi à
à respecter les désaccords, on va dire, idéologiques avec les gens. Enfin, c'est vraiment, c'est une musique pour moi qui est très très importante, quoi. Et tout un mouvement a vraiment forgé mon identité. Et puis le côté aussi, tout simplement, on n'est pas censé faire ça? Ah bon, on va faire ça alors. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est quoi ton rapport au cinéma? Je regarde pas beaucoup de films ni de séries, tout simplement parce que c'est une question de temps, quoi. Par contre, si tu parles de cinéma, moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est les films d'action, généralement. J'adore les films d'action. Je trouve ça trop bien. Ça, je peux te parler de films d'action, je sais pas, en caméra. Je peux être plus ou moins intéressant. On peut avoir une discussion intéressante sur les films d'action. Mais sur le cinéma en général, j'ai pas assez de temps pour m'y intéresser et je préfère le jeu vidéo. Voilà. Comme je l'ai dit souvent, pour moi, le jeu vidéo, quand c'est bien fait, pour moi, c'est indépassable. Est-ce que t'aimes voyager? Est-ce que c'est un truc que tu fais parfois ou que tu aimerais faire? Ou est-ce que t'es plutôt quelqu'un, je sais pas, de plus casanier? Non, j'adore voyager, ouais. Je fais un peu attention depuis pas mal d'années maintenant à mon empreinte carbone, quoi, parce que quand tu voyages, tu vas beaucoup prendre l'avion. On essaye de voir, par exemple, dernièrement, on a été à Londres en train, par exemple. C'était très cool, on va pas passer sous le tunnel sur la mer et tout. Mais oui, j'adore voyager, j'adore prendre l'avion et aller très loin dans le monde, oui, c'est vrai, j'adore faire ça. J'ai déjà été à l'E3 en 2012. En 2012, j'étais allé. On va très souvent à la Gamescom avec les amis. Cette année, enfin l'année passée, je suis pas allé, mais j'ai bien dû aller 10 fois à la Gamescom. On va en train, c'est cool. Autrement, ma femme adore voyager aussi, donc ma fille adore voyager. Ok. Donc ouais, j'aime bien. On a été en Corse dernièrement. On fait des voyages, quoi. C'est bien de voyager, quoi. Ça te change un peu ta perspective sur l'endroit où tu vis et sur d'aller découvrir le monde, quoi. C'est bien. Si tu as l'opportunité de le faire, il faut le faire. C'est quoi ton rapport aux animaux en général? Est-ce que t'es quelqu'un qui aime bien les animaux? Est-ce que ça t'est un peu indifférent? Je sais qu'il y a un ours souvent dans tes vidéos. Est-ce que c'est... J'adore les animaux, mais j'adore les animaux d'une manière où j'aime bien l'idée qu'ils vivent leur vie et je leur fous la paix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cette espèce de surintégration des animaux dans la sphère publique, je n'aime pas ça. Il y a trop de chats. Je suis désolé, hein, il y a trop de chats partout. Le chat est un animal qui n'a rien à foutre là et qui bute des lézards, bute des grenouilles, ce genre de trucs. Je sais pas. J'ai rien contre les gens qui ont des chats. De manière générale, hein, je suis pas en train de. Je sais que on est sur Internet, on n'attaque pas les chats. Je sais. Moi, j'aime pas trop les chats. Je trouve que la manière dont on l'intègre à la manière dont on vit, je trouve ça malsain et voilà. Mais j'ai rien contre les gens qui ont des chats dans leur appartement. Évidemment, tant mieux s'ils vous apportent bonheur et c'est formidable. Et tant mieux pour vous. Les chiens me font un peu peur. J'ai un peu peur des chiens. Okay. Ça va mieux maintenant, mais il fut un temps où j'avais vraiment peur des chiens. Maintenant, ça va mieux. Mais je n'ai pas envie d'avoir un chien tout simplement parce que se lever à 5h du matin pour sortir, qu'il aille faire pipi dehors ou alors devoir y réfléchir à chaque fois qu'on prend on part en vacances, tu vois, ce genre de truc qui m'énerve. Je vois. J'aime bien, par exemple, typiquement un animal de compagnie que j'aime bien, c'est par exemple des rongeurs. Des lapins, par exemple. Pourquoi j'aime bien avoir des lapins comme animal de compagnie? Parce que c'est pas vraiment ton animal de compagnie, c'est plus ton colocataire. Ils ont leur petit coin et ils ont leur petite vie à 2-3 lapins. Et puis, tu peux aller... Il y a une clôture autour et toi, tu peux aller les regarder ce qu'ils font. Et ils font leur truc entre eux, quoi. Mais le côté intégration des animaux, je suis pas monstre fan de ça. Je comprends pourquoi les gens le font, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, etc. Mais c'est peut-être pas mon truc préféré. Comment tu consommes Internet aujourd'hui? C'est-à-dire que, est-ce que toi, t'arrives à... Enfin, est-ce que tu regardes du YouTube, du Twitch, de la presse jeux vidéo, machin, ou est-ce que finalement, tu peux, ou ressentir... Est-ce que tu peux être un peu blasé aussi parfois de ce qui se fait aujourd'hui? Puisque même ton contenu ressemble pas forcément à ce qui est, entre guillemets, mainstream, ou ce qui est l'est devenu. Donc, c'est quoi ta consommation, on va dire, quand t'es sur du temps perso? Qu'est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu... Ouais, moi je suis un très gros consommateur de YouTube. Ok. Je regarde énormément de trucs, je regarde surtout beaucoup de trucs en travaillant, si tu veux. Je suis un gros consommateur du doublet, du truc que tu mets à côté et tu regardes comme ça. Non, je consomme énormément de vidéos YouTube. En fait, c'est étrange parce que j'aime beaucoup, par exemple, les contenus sur le cinéma. Je regarde beaucoup de contenus sur le cinéma, mais je regarde pas beaucoup de films. Et les gens parlaient de cinéma, je sais pas pourquoi. Cinéma et jeux vidéo, c'est les deux trucs qui... je consomme énormément de trucs de jeux vidéo et de cinéma, quoi. Je suis assez hardcore monomaniaque
maniaque jeux vidéo. C'est Ok. c'est un peu mon truc. Les autres trucs m'intéressent moins, mais j'adore écouter les gens parler de cinéma. Je sais pas pourquoi. Je suis pas un très gros consommateur de podcasts, mais Ouais. par exemple, la case rétro, j'écoute à chaque fois. J'écoute de temps en temps Fin du Game aussi. Mais je suis pas un monstre consommateur de podcasts. Par exemple, je te donne 2 chaînes rétro. Allez, je te donne Allez. 2 chaînes YouTube rétro que j'aime beaucoup. Il y en a une qui s'appelle Stray Fox, qui parle des coulisses de développement des jeux fin années 80, début 90, Ok. fin 80, début 90. Pas de problème. Il fait des excellents montages, il a des explications sur comment les jeux étaient programmés à l'époque, sur les révolutions technologiques. C'est absolument fascinant ce qu'il fait. Moi, chaque fois qu'il sort une vidéo, je le fonce dessus. Non, Stray Fox, si jamais ça s'appelle. Ok. Et puis l'autre, j'adore un type qui s'appelle SNES Drunk. Ok. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un type qui parle principalement de Super De Super Nintendo. NES, Et ok. il fait des petites vidéos de 5-6 minutes sur les jeux Super Nintendo. Et il fait ça depuis 10 ans. Et il a bientôt traité, mais il en a des centaines et des centaines et des centaines. Ok. Et c'est juste 6 minutes sur un jeu que t'as généralement jamais entendu. Ok. Et souvent, il te dit, ouais, c'est un peu de la merde quand même, c'est vraiment pas terrible. Mais enfin, il y a joué, tu vois les images. Et j'adore enrichir ma culture vidéoludique de cette manière-là, en fait. J'adore découvrir des trucs. Le passé du jeu vidéo m'intéresse beaucoup. Et j'aime. Ouais, je suis quelqu'un qui adore enrichir sa culture, on va dire ça comme ça, quoi. Mais en découvrir des nouveaux jeux, découvrir des nouveaux trucs. Je voulais te remercier chaudement en tout cas d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un pari, tu sais pas chez qui tu tombes, tu sais pas les questions qui vont être posées. Donc merci beaucoup pour d'avoir. Merci à toi pour l'invitation, d'avoir c'était participé. très sympa. C'était super cool. Je voudrais aussi chaudement conseiller aux gens d'aller voir ton contenu s'ils le connaissent pas. Donc la chaîne YouTube Monsieur Plouf, il y a le Insta qui est là aussi, le Twitter pour te suivre. Et puis évidemment le podcast avec Pseudoless sur toutes les plateformes. Et puis voilà, tout ce que tu pourras sortir, évidemment te soutenir aussi sur les différentes plateformes. Et bien, écoutez, voilà, c'était une bien belle émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je resaluerai évidemment Monsieur Plouf. C'était super cool. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit follow, un petit sub, tout ce que vous souhaiterez. Vous pouvez aller voir sur Insta et Twitter pour suivre l'actu. Et évidemment, écouter les podcasts sur toutes les plateformes en mettant une petite cloche ou en le mettant en favori pour être prévenu du prochain. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir en tout cas de recevoir Monsieur Plouf. Merci à tous. Ciao.